Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Aide a été réalisée le 13 janvier 2020. Pouvez-vous tout gérer? Êtes-vous capable de demander de l'aide? Je crois que c'était en avril 2018 que j'ai décidé de louer un camping-car à Paris et de me rendre en Écosse. Une de ces choses absurdes que je fais sans trop réfléchir. J'ai parcouru la Normandie et la Bretagne avant de traverser en ferry vers l'Angleterre. Cette même nuit, sur le bateau, alors que nous traversions la Manche, il a commencé à neiger. À notre arrivée en Angleterre, il était si tard que j'ai décidé de chercher un endroit tranquille où me garer et passer la nuit. Mais la neige rendait cela impossible, sans compter qu'on ne peut pas s'arrêter n'importe où avec un camping-car. J'ai donc trouvé un petit village, à la périphérie, près d'Old Harley Rocks, à Poole. Mais il n'y avait pas de lumière et il était impossible de bien voir la route. J'ai donc dû éteindre toutes les lumières intérieures de la caravane pour mieux voir celles de l'extérieur. Et c'est alors qu'un bruit horrible s'est fait entendre. Je me suis arrêté et je suis sorti pour voir ce que c'était. En appuyant sur les boutons pour éteindre les lumières, j'ai également appuyé sur le bouton qui fait sortir l'échelle. Et comme les rues étaient très étroites et rocailleuses, je l'ai arraché et traîné dans les rues. Je ne pouvais pas continuer, alors je me suis réfugié dans une ferme et j'ai attendu. Il a tellement neigé que l'eau qui faisait circuler le chauffage a été libérée par le système d'urgence. Et je me suis retrouvé sans eau ni chauffage. Il faisait 5 degrés sous zéro à l'intérieur et 8 degrés sous zéro à l'extérieur. Le lendemain, tout était recouvert de neige et j'ai essayé de réparer l'échelle, mouillée, gelée. C'était peut-être la première fois de ma vie que j'essayais de faire quelque chose de mécanique. Mais je n'y arrivais pas. Je ne comprenais rien. Les câbles, les tournevis. Position inconfortable, impossible à faire avec des gants. Mon pantalon mouillait, commençait à geler et je ne sentais plus mes extrémités et j'avais tout sali à l'intérieur, sans avoir d'eau pour nettoyer. Je me suis fait un thé en faisant fondre de la neige et j'ai continué à essayer. T'es-tu? Je sais, j'ai alors opté pour la solution la plus aérienne possible, arracher l'échelle. J'ai commencé à arracher tous les câbles, puis j'ai pensé, s'ils sont mouillés, cela provoquera un court-circuit et non seulement je laisserai la caravane sans lumière ni électricité, mais je serai également électrocuté. J'ai donc coupé les câbles sans savoir quel serait le résultat et je les ai collés avec du ruban adhésif à la structure inférieure. J'ai pris un morceau de fer qui se trouvait là et j'ai commencé à faire levier pour arracher l'échelle. C'est alors qu'un fermier est arrivé en tracteur et m'a dit que je ne pouvais pas rester là. Ce à quoi j'ai répondu: quand j'aurai fini d'enlever l'échelle, je partirai. Le monsieur est descendu et a pris un meilleur fer dans son véhicule. Et sans me dire un mot, il a commencé à tirer sur l'échelle jusqu'à ce qu'il parvienne à l'arracher en quelques minutes, alors que j'avais passé 1 heure à essayer. Il y a des choses que vous devez arranger en bas, et pour cela, vous avez besoin d'outils, m'a-t-il dit. Où puis-je aller? Il m'a alors indiqué qu'il y avait un magasin plus bas, où je pouvais me renseigner. Je me suis approché à 60 mètres de là, et un couple de personnes âgées qui tenaient le magasin m'ont demandé ce dont j'avais besoin. Je leur ai alors dit: j'ai besoin d'aide. Je ne pouvais pas partir de là sans réparer le reste des choses qui pendaient. Et j'avais besoin d'outils que je n'avais pas. Le monsieur m'a regardé fixement et m'a fait signe de le suivre. Derrière la maison, il y avait un atelier. Et il m'a donné toute sa boîte à outils en me disant en toute confiance: prenez tout le temps qu'il vous faut. C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé un mot aux gens de la ferme pour les remercier de m'avoir laissé rester là jusqu'à ce que je règle le problème. J'ai réparé tout ce que j'ai pu et j'en étais fier. Je suis retourné au magasin et j'ai tout rendu. Et j'ai remercié pour la confiance accordée.
Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais passé toute la matinée à essayer de résoudre un problème par la force, alors qu'un simple «pourriez-vous m'aider» aurait suffi pour le résoudre en 30 minutes. Pourquoi avez-vous tant de mal à demander de l'aide? Je pense que c'est une question de fierté. J'ai l'impression que dans la vie, on récompense beaucoup la réussite individuelle. Dès notre plus jeune âge, on nous dit que nous devons faire des efforts pour obtenir ce que nous voulons, que maman ou papa ne seront pas toujours là pour le faire à notre place, que nous devons apprendre à obtenir par nous-mêmes les choses que nous voulons. À l'école, les examens sont individuels et il s'agit presque toujours de rivaliser pour obtenir la meilleure note. Demander de l'aide est culturellement considéré comme une faiblesse, un échec, une preuve de notre incapacité. Et je pense que cela suscite de la frustration et de la honte. De la honte? Oui, de dire je ne peux pas, de se montrer faible, vulnérable. Des mots difficiles à prononcer. Car comme nous l'avons vu, au début de notre année, la clé était de dire je peux. Et peut-être faut-il comprendre que cette affirmation intègre également le concept je peux demander de l'aide. Oui, c'est vrai. Dans la vérité capricornienne, l'effort pour atteindre les objectifs, pour réussir à accomplir les buts, le travail inlassable pour s'améliorer, l'accent est tellement mis sur l'obtention de ce qui est attendu par la constance que l'on perd de vue le fait que 4 mains sont plus utiles que 2, que parfois on ne peut pas tout supporter tout seul et que les résultats sont optimisés lorsqu'il y a plus de perspectives. L'attribut capricornien qui vit en chaque être humain est la croyance qu'il est important de montrer ce que l'on peut y arriver sans l'aide de personne, de montrer que l'on peut le faire seul. Et c'est l'une des grandes erreurs commises tant dans le monde inconscient que dans le monde conscient. Dans quel sens? Commençons par l'inconscient. Dans la culture humaine, cette idée de réussite s'est développée à différentes étapes de l'existence, passant de plus récent au plus ancien. Aujourd'hui, les gens vivent dans un monde de concurrence exacerbée. Tout est question de réussite, de compétition, d'obtention de meilleurs résultats. Dans le monde des affaires, de la politique, de l'économie, de l'éducation, de la culture, tout est lié à la question de savoir qui ira le plus loin ou le plus haut. L'élan est constamment favorisé par la force de la comparaison avec les autres, plutôt que par la collaboration avec les autres. Cela part du principe que vous mentionnez, le succès personnel qui est exercé par la famille, qui, dans son désir de survivre et de trouver la stabilité dans tous les domaines, oblige ses enfants à être meilleurs que les autres, à faire des efforts pour obtenir de meilleurs résultats, à faire les choses seuls et à ne dépendre de personne. Tu dois réussir à être ton propre patron et ne pas être l'employé de quelqu'un d'autre. Par exemple, c'est l'une de ces idées. Tu dois être médecin ou avocat, pas artiste ou musicien, car cela ne rapporte pas. Est un autre dicton. Cela trouve son origine dans la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Lorsque la plupart des gens ont quitté les campagnes pour les villes, la nourriture ne pouvait plus être obtenue de la terre, mais en travaillant dans les usines pendant 12, 14 ou 16 heures par jour. En échange, vous receviez de l'argent pour vivre. Plus vous travaillez mieux, ou plus vous travaillez, plus vous gagnez d'argent. Cela a montré que ceux qui travaillaient dur obtiendraient des meilleurs résultats, ce qui leur donnerait la liberté économique de créer leur propre entreprise. C'est ainsi qu'est apparue la classe moyenne, quelque chose d'inimaginable auparavant, des pauvres disposant de ressources et d'une liberté économique. Ceux qui parvenaient à avoir leur propre capital et à vivre en ville sans dépendre de la campagne étaient connus depuis la Renaissance sous le nom de citoyens que l'on appelait en latin bourgeois, burgos, qui veut dire ville. C'est pourquoi tant de villes portent ce nom. Burgos, Hambourg, Strasbourg, Saint-Pétersbourg. Les bourgeois étaient les producteurs des entreprises dans les villes. Des travailleurs qui sont devenus riches comme les anciens seigneurs féodaux. Nous remontons ainsi dans le temps, à une époque où la majeure partie de la population vivait de la campagne et où les seuls à vivre dans les villes étaient les princes, les seigneurs féodaux et les rois. À cette époque, le succès ne s'obtenait pas par le travail acharné et les efforts, mais par les batailles,
les morts, les stratégies, les contacts, les trahisons, le vol ou l'héritage. Le peuple en général devait lutter pour survivre, et pour y parvenir, les efforts personnels ne suffisaient pas. Il fallait ceux de tout un groupe, d'une famille. C'est là qu'est née l'idée de clan, selon laquelle aucun individu ne peut rien obtenir sans l'aide des autres. Comme vous pouvez le constater, c'est une vision opposée à celle de l'époque industrielle. Le XVIIIe siècle a apporté la révolution qui a démontré que tout le monde avait la possibilité de devenir seigneur féodal, ce qui n'était jusqu'alors qu'un rêve. Vous comprenez donc que clan, aide, communauté étaient synonymes de survie, d'oppression et de féodalisme. Lorsque la première révolution industrielle est arrivée, le féodalisme a tenté de maintenir le système en amenant les paysans dans les usines. Mais la Révolution française a changé cela pour toujours, donnant aux paysans la possibilité de choisir leur fief et de prendre le contrôle de leur liberté. Ainsi, les idées de communauté et d'aide collective sont devenues des synonymes socioculturels de défaite, de contrôle, d'ennemi, de la réussite personnelle. Maintenant, c'est plus logique. Mais, remontons plus loin dans le temps. Les seigneurs, les princes et les rois recherchaient cette réussite en s'appuyant sur les idées des anciennes lignées de sang bleu, choisies par la main de Dieu. Pour les classes supérieures, la concurrence existait bel et bien, loin des yeux du peuple. La lutte pour le pouvoir et la divinité des rois, pour se sentir proche de Dieu, est née des anciennes traditions qui cherchaient un roi du monde, fils direct du Dieu du ciel. Une tradition judéo-chrétienne apportée par les peuples sémitiques, c'est-à-dire tous ceux qui sont issus du Moyen-Orient. Et pourquoi? Je suppose que c'est à cause des traditions des Anunnaki. C'est exact. C'est au Moyen-Orient que les dieux du ciel sont descendus et ont eu des enfants avec les femmes de la terre. Et leurs enfants étaient spéciaux. Ils avaient des capacités extraordinaires et ils étaient appelés de sang bleu ou héros et héroïnes. Comme Hercule. Exactement. Achille, Ulysse, Hector, Perséphone, Victoria pour les Romains ou Niké pour les Grecs. Tous et toutes enfants des dieux du ciel et des humains de la terre. C'est d'eux qui proviennent les idées de ces individus de sang royal, capables de tout, tout-puissants, imposants, qui n'ont besoin de l'aide de personne, car ils peuvent tout faire. Mais cela ne vient pas seulement de ces dieux, car auparavant, chez les humains, les plus anciens, il existait l'idée du totem, un être mythologique qui avait les attributs des animaux et des plantes. Les sorciers et les sorcières essayaient d'incorporer ces totems en eux-mêmes, afin d'éveiller des capacités uniques, et les histoires parlaient donc d'hommes-oiseaux, d'hommes-loups, d'hommes-ours, de femmes-serpents, de femmes-buffles, de femmes-araignées, et on parlait de l'arbre de vie et de la connaissance. Tout le monde voulait être comme eux. Tout le monde voulait avoir le pouvoir de la nature, être omnipotent. Alors, demander de l'aide a toujours été synonyme de faiblesse dans le monde humain. C'est dans notre subconscient. Et nous en arrivons au concept dont nous devions parler. Je t'ai dit à un moment donné que cette idée est également ancrée dans le monde conscient. Tout ce que nous avons parcouru jusqu'à présent, c'est l'inconscient. Mais que se passe-t-il lorsque tu commences à t'éveiller? Commence alors la quête de l'illumination, la quête d'autres mondes, pour voir qui a les meilleures explications, les meilleures réponses, la meilleure maîtrise, les meilleures capacités, pour voir qui a raison, qui est le plus divin, le plus éveillé, le plus conscient, le plus illuminé. Oui, c'est vrai. Nous soutenons cette même idée au niveau de la conscience. Eh bien, en cherchant la source de toute chose, vous arrivez au je suis, et vous trouvez une vérité absolue, vous êtes tout. Et dans cette vérité, la conscience se perd dans l'omnipotence, considérant qu'un sage ne pose pas de questions, que l'univers ne se perd pas, que le cosmos ne se désordonne pas, que l'illuminé ne s'obscurcit pas, que l'équilibré ne s'émeut pas, que le maître n'apprend pas, que Dieu ne se trompe pas. Mais si, Parce que le je suis est un réseau composé de millions de moi, un réseau neuronal qui, sans interaction, sans partage, ne crée pas de pensée, d'idées, d'action, d'évolution. Il ne rêve pas, ne raisonne pas,
ne manifeste pas. Aide vient de l'étymologie ad, vers, et juvare, soutenir, qui trouve à son tour son origine dans l'indo-européen je, qui signifie jeune, juvénile, jeunesse. En anglais, help vient de l'indo-européen kelb, soutenir. Le concept fait référence au soutien apporté au jeune qui apprend. L'univers est un être en apprentissage constant qui a besoin d'élargir sa vision du monde. Et sans les autres, il est impossible de voir d'autres options. Dans notre subconscient, nous avons enregistré ces deux concepts. L'aide nous permet de survivre, mais nous la considérons comme un échec face à la réussite personnelle. Savez-vous comment corriger cela? Non. En te rappelant que tu n'existes pas en tant que personne. La personne est l'un des outils que tu utilises. La seule chose qui existe est le je suis. Et celui-ci vit en toi, à travers toi, car tu fais partie du tout. Et lorsque tu demandes de l'aide, tu la demandes à toi-même, à un autre aspect de toi qui a la capacité de voir ce que tu ne peux pas voir. C'est pourquoi tu as 2 yeux et non un seul, 2 mains et non une seule, 2 pieds et non un seul, pour te rappeler que l'équilibre ne s'obtient pas avec un seul aspect, mais avec le soutien, l'aide et l'appui d'un autre. Tu n'aurais jamais fait le premier pas sans le concept d'aide. L'aide est l'occasion pour ton bien-être d'apprendre quelque chose de nouveau sur toi-même. Peux-tu tout gérer? Oui, mais pas en tant qu'individu, mais en tant que l'un que je suis. Mon ego ne peut pas tout faire. Il a besoin de l'aide de beaucoup d'autres. Seul, je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait, mais tous ceux qui m'ont aidé et m'aident sont moi. Nous sommes un. Es-tu capable de demander de l'aide? Maintenant, je le suis, plus que jamais. Je me reconnais comme le jeune qui a la volonté d'apprendre, et tous ceux qui m'entourent ont quelque chose à m'apprendre, tout comme je fais de même avec eux. Alors, tu peux me le dire. D'accord. Tu m'aides? Prends ma main.